Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les actualités des marchés financiers ou en l'occurrence le vendredi à 12h30 pour revenir sur la gestion de votre patrimoine avant la grande édition du soir à 17h. 1 heure pour revenir sur les tendances, les actualités et les enjeux de marché en direct sur Bismart dans Smart Bourse. Et au programme de cette édition de la mi-journée, après plusieurs jours de discussion, les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un nouveau paquet de sanctions vis-à-vis de la Russie. Parmi celles proposées par l'Union européenne ont notamment été retenues un embargo sur le charbon russe, une limitation des importations en provenance de Russie, mais aussi des exportations vers la Russie, notamment en matière de produits technologiques, une interdiction pour les navires russes d'affréter dans des ports européens, ainsi qu'un gel des avoirs de plusieurs banques russes, sans oublier bien sûr l'élargissement de la liste des oligarques concernés par les sanctions déjà en vigueur. Une liste qui intègre d'ailleurs à présent les 2 filles de Vladimir Poutine. On regarde le cours du charbon qui reste stable ce matin après une croissance rapide en fin de semaine dernière. Vous en aurez le résumé complet de l'actualité boursière dans un instant. Au programme de Smart Bourse également à midi et demi, nous reviendrons sur ces questions de partage de valeur au sein des entreprises alors que le sujet du pouvoir d'achat est un sujet récurrent de cette campagne présidentielle et qu'il oppose souvent actionnaires et salariés. Une question que nous pourrons nous poser également d'un point de vue des mécanismes d'épargne salariale existants, mais aussi ceux prônés par les ambassadeurs à la participation et à l'intéressement, comme cette idée de dividende salarié portée par Thibault Langsade. Faut-il opposer les intérêts des actionnaires et ceux des salariés? C'est un sujet que nous traiterons dans un instant. Et nous tenterons également de comprendre comment on peut protéger son patrimoine dans cette période d'incertitude sur les marchés financiers, mais aussi plus globalement en matière de croissance économique, avec évidemment toujours le spectre de l'inflation sur le sol européen, mais aussi aux États-Unis, alors que la pandémie n'est toujours pas finie dans le monde et que la guerre en Ukraine a rebattu les cartes de cette année 2022. Cette année 2022 qui devait être celle d'une reprise franche, au moins en Europe. Nous regarderons cela au-delà des portefeuilles d'actions, comment intégrer cette notion de protection de son capital à l'ensemble de son patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti. Et nous commençons comme d'habitude Smart Bourse avec Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Après une vaine tentative hier, l'indice parisien rebondit à la mi-journée. Il en va de même pour l'ensemble des places européennes. Globalement, le marché se trouve porté par le retournement haussier de Wall Street hier, mais aussi par la hausse des cours du pétrole. Plus frileuse que les autres, la Bourse de Paris tâche de rester vigilante à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle française. Facteur de baisse auquel s'ajoutent les tensions géopolitiques, les sanctions contre la Russie et la perspective d'une accélération de la normalisation des politiques monétaires des banques centrales. Sur le front des matières premières, le baril de Brent oscille autour de $101, alors que les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie vont puiser un total de 120 millions de barils de pétrole dans leur stock sur 6 mois. L'Union européenne a adopté hier une 5e salve de sanctions contre Moscou, dont un embargo sur le charbon russe et la fermeture des ports européens aux navires russes. Le paquet de sanctions prévoit aussi l'interdiction d'exportation vers la Russie de biens de haute technologie à hauteur de 10 milliards d'euros et le gel des avoirs de plusieurs banques russes. Autre sanction, les transporteurs routiers russes et biélorusses font désormais les frais d'interdiction dans l'Union européenne. Elles sont également visées des oligarques, des acteurs de la propagande russe et des entités liées à l'agression russe contre l'Ukraine. On retient aussi que la liste des produits russes interdits d'importation dans l'Union européenne est désormais élargie à certaines matières premières et matériaux critiques pour une valeur estimée de 5,5 milliards d'euros par an afin de stopper le financement de l'effort de guerre de Moscou. De son côté, l'Assemblée générale de l'ONU a suspendu la Russie du Conseil des droits de l'homme pour ses atteintes flagrantes et systématiques aux droits humains. Tous les grands secteurs de la côte européenne évoluent dans le vert. Si les progressions les plus marquées reviennent au pétrole et au gaz, le secteur des banques se trouve lui aussi particulièrement convoité. Et puis on retient un focus donc sur la 3e banque italienne Banco BPM qui caracole en tête du stock 600 sous l'effet d'une annonce de Crédit Agricole hier selon laquelle la banque française a acquis une participation de 9% dans le capital de Banco BPM.
Voilà, donc le CAC 40 qui évolue en tendance positive depuis ce matin, plus 0,93% à 6521 points. C'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour à la mi-journée proposé par Alix Nguyen. Et nous nous intéressons dans cette première partie de Smart Bourse à la mi-journée au partage de valeur au sein de l'entreprise. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Charles-Henri Dovigny, le président de la F2IC. Bonjour Charles-Henri Dovigny. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Effectivement, c'est un sujet, le sujet pouvoir d'achat est un sujet récurrent en ce moment, notamment en lien avec la campagne présidentielle. Et on a pour habitude d'opposer finalement les actionnaires, ceux qui détiennent des parts de l'entreprise, à ceux qui travaillent, qui créent la valeur au sein de l'entreprise. Est-ce que, selon vous, c'est la bonne manière de réfléchir, cette opposition finalement entre les salariés rémunérés au sein de l'entreprise pour créer de la valeur dans l'entreprise et les actionnaires propriétaires du capital ? Alors, les opposés, je ne vois pas pourquoi. Parce que finalement, les uns et les autres travaillent ensemble pour le développement de l'entreprise. Donc non, mais je vais rappeler quand même quelques chiffres qu'à un moment ou à un autre, pourquoi il y a des actionnaires. Bien sûr. Les actionnaires, ouais. Ils apportent du capital à une entreprise pour qu'elle puisse se développer, puisse conquérir de nouveaux marchés et justement embaucher de nouveaux salariés. En France, le financement des entreprises, c'est 70% en dette et 30% en capital. D'accord. Ça, c'est un chiffre que j'adore rappeler parce qu'aux États-Unis, c'est 30% en dette et 70% en capital. Et le taux de croissance n'est pas le même. Après, est-ce qu'il y a de cause et effet ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le financement des entreprises se fait largement et majoritairement en capital. Alors qu'en France, on aime beaucoup la dette. La dette, c'est quoi ? C'est finalement aussi un investissement, mais c'est un investissement dit sûr, puisque vous avez des intérêts qui vous sont versés tous les mois en fonction du contrat que vous avez passé avec Et il y a un engagement de remboursement à la fin pour le coup. Voilà, tout à fait, du capital. En revanche, le capital, c'est un investissement audacieux. Bien sûr. Je ne parle pas de risque, je parle d'audace, et qui est rémunéré quand l'entreprise fait des bénéfices. Donc un actionnaire, il n'est rémunéré qu'une fois que l'entreprise fait des bénéfices. Et ça peut prendre plusieurs années où il peut y avoir un accident, il peut y avoir de temps en temps des entreprises qui ne font pas de bénéfices, donc l'actionnaire n'est pas rémunéré. Et je vous rappelle qu'en mars 2020, la fédération a été la première, on avait fait, je me souviens, ça devait être le 20 mars, on avait fait une déclaration comme quoi nous étions prêts et nous souhaitions que les entreprises touchées par la pandémie ne versent pas les dividendes 2019 Bien sûr, pour oui. conserver du capital dans l'entreprise pour pouvoir passer cette crise et pour pouvoir rebondir. D'ailleurs, ça a été le cas dans un certain nombre de secteurs Eh d'activité. bien oui, parce que juste après, Bruno Le Maire a repris cette idée qu'on lui avait soumise et a demandé à ce que ça se développe et donc a porté la voix de la fédération. Je remercie Monsieur le Ministre. Donc là-dessus, en plus, on va rentrer en période des AG. Donc là, on va voter aussi cette rémunération, la rémunération du capital. Et je voudrais rappeler quand même quelques chiffres qui sont sortis de l'Institut Molinari sur ce partage de la valeur. Je ne parle pas du partage du chiffre d'affaires parce que ça peut être différent à chaque fois en fonction de ce que vous faites dans l'industrie ou dans le conseil. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc on va partir de la valeur. 70% de cette valeur créée par l'entreprise est versée aux salariés. 20% est versé à l'État et seulement 10% aux actionnaires. Là, vous parlez de la valeur globale de l'entreprise, voilà. pas du chiffre d'affaires ou de la marge de l'entreprise. La valeur créée par l'entreprise. D'accord. Ouais. Je parle de la valeur créée par l'entreprise. Donc, c'est issu du chiffre d'affaires. C'est généralement le chiffre d'affaires moins les coûts externes d'achat de produits. Les 70% pour les salariés, c'est les salaires, Ce sont les salaires, c'est les charges sociales, c'est voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est factuel. Donc, le salarié, quoi qu'il arrive, il est rémunéré. L'actionnaire, il ne peut ne pas être rémunéré, je le rappelle. Et c'est pour ça que l'idée qu'avait émise un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, de verser un tiers du bénéfice aux salariés, un tiers en investissement, un tiers aux actionnaires, alors que déjà l'État s'était servi parce que sur il y a les impositions, bien sûr. Oui. Et après, on allait resservir encore 30% aux actionnaires. Là-dessus, moi, j'étais totalement opposé à cette mesure qui n'avait aucun sens. En revanche, il existe déjà des outils pour intéresser
justement les salariés au résultat de l'entreprise, ce qu'on appelle la participation ou l'intéressement. Donc ce que vous dites, c'est que globalement, il faut réfléchir. Enfin, l'actionnaire a le droit d'être rémunéré, puisque s'il n'y a pas de bénéfice, l'actionnaire n'est pas rémunéré. Donc en fait, à partir du moment où on commence à rémunérer l'actionnaire, ce n'est pas le moment de se poser la question de savoir s'il faut également rémunérer les salariés, puisqu'ils ont déjà été rémunérés une première fois. Déjà, ils ont déjà été rémunérés, mais ensuite, ils peuvent être. On peut justement, c'est ça l'intérêt de la participation ou de l'intéressement, c'est qu'on leur donne un bonus en fonction aussi des résultats de l'entreprise. Et ce qu'a voulu développer, par exemple, Thibault Langsade, en parlant du dividende salarié, qui était repris d'ailleurs par 2 candidats à la présidence de la République. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Voilà, les deux ont dit c'est une excellente idée, on va reprendre cette idée. Donc lui, il simplifie le système qui existe déjà, qui est la participation, et il appelle ça le dividende salarié. Ça peut être une bonne idée pour les entreprises, des TPE, des PME, et il veut rendre ça obligatoire. C'est un moyen de dire aux salariés, plus vous bossez, ou en tous les cas, plus l'entreprise est performante, plus vous êtes intéressé aux résultats. Donc il appelle ça le dividende salarié, ce qui n'est pas forcément le bon terme, mais c'est du... Ça fait appel à une notion de condition. C'est-à-dire qu'on ne verse pas aux actionnaires tant qu'on n'a pas versé aux salariés ou inversement. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Je trouve ça très bien. Après, vous avez l'autre système, c'est aussi les actionnaires salariés. D'accord, qui travaillent dans l'entreprise et qui sont actionnaires de l'entreprise. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Et alors là, comment est-ce qu'on fait quand on oppose les deux? Donc il ne faut pas opposer les deux, du coup. Non, on ne peut pas opposer les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est les chiffres de la Fédération européenne des actionnaires salariés qui viennent de sortir. Donc en Europe, c'est 435 milliards de capitalisation qui sont détenus par les salariés. De l'entreprise. De leur entreprise, de leur propre entreprise, ce qui est un record. En revanche... Bon, donc ça montre que ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, mais sauf que la courbe est en train de s'inverser entre le top management et les autres salariés. D'accord, tous les salariés, en fait, ne sont pas actionnaires de l'entreprise. Voilà, tous les salariés ne sont pas actionnaires de l'entreprise et ça profite généralement au top management et pas aux salariés, les cadres, les non-cadres qui travaillent et qui font vraiment tourner la boutique. Et ça, c'est une dichotomie qui est en train de se créer en Europe, sauf en France. Donc au moins, pour une fois, on est les bons élèves, puisque en France, c'est 3,5% sur l'ensemble des salariés, et les top management, c'est 1,05%. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, et là-dessus, il y a, je suis actionnaire salarié, et comment je peux en sortir ? D'accord, alors ça c'est un autre sujet, effectivement. Donc il y a le sujet de la... En fait, juste avant d'aller sur ce sujet-là, il y a le sujet du partage de la valeur entre actionnaires et salariés. Et ce que vous nous dites, c'est qu'il y a également le sujet du partage de la valeur au sein même des salariés qui sont actionnaires de leur entreprise. Et là, pour le coup, la France est plutôt bonne élève, mais il y a quand même un questionnement au niveau européen sur quels sont les salariés, entre guillemets, privilégiés qui ont accès au capital de l'entreprise. Tout à fait. Là-dessus, après, c'est aux différents pays européens de mettre en place des dispositions qui permettent à l'ensemble des salariés de pouvoir accéder à des actions de leur entreprise et pas forcément uniquement le top management. Et pour une fois, la France a l'air d'être plutôt bonne élève et on ne peut que s'en féliciter. Et alors, vous alertez aussi sur les modalités de sortie. Quand on est actionnaire d'une entreprise, pour le coup, on ne passe pas sa vie forcément en tant que salarié dans l'entreprise, parce qu'on garde les actions de l'entreprise. Voilà, donc là-dessus, c'est comment on fixe la valeur. Donc c'est déterminé à l'avance, mais là, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai vu 2 structures, 2 plateformes qui mettent en place des moments de liquidité avec un logiciel SaaS qui vous permettent à chaque entreprise de créer sa propre petite bourse. Parce que toutes les entreprises dont les actionnaires sont salariés ne sont pas toutes cotées. Donc, globalement, il faut trouver effectivement un moyen d'échanger et de fixer une valeur sur le prix de l'action d'une entreprise. Voilà. Et donc, on parle de captions ou de PEMEX qui permettent justement de créer ces moments de liquidité. Mais surtout, il y a un autre point que je trouve très intéressant, c'est dans la loi Pacte, et ce qu'on appelle le partage de plus-value au moment de la cession. D'accord. La loi Pacte a mis en place, en fait, quand un fonds ou un actionnaire vend une entreprise, alors évidemment, là, on est toujours dans nos côtés, et préconise le partage de plus-value, et donc c'est capé à 10% de la plus-value, et qui est reversé aux salariés. Et là, avec un avantage fiscal, bien évidemment, pour l'actionnaire principal qui va toucher les fonds, puisque ça va être exonéré d'impôts, et pour les salariés, c'est avec un avantage social, parce que les charges sociales sont moins de
9,5% au lieu de 17,8%. Donc là, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est promu justement en plus par France Invest, qui est l'association des fonds d'investissement. Et là, il y a un début, justement, aussi de partage de valeur avec les salariés, puisqu'ils ont participé au développement de l'entreprise. Donc, si je comprends bien, quand on parle de partage de valeur en entreprise, c'est caricatural de regarder la rémunération des actionnaires après les votes qui ont pu avoir lieu, et ceux donc, auxquels on va assister prochainement, puisque ce que vous nous dites, c'est qu'il y a déjà du partage de valeur au sein de l'entreprise et que la majeure partie de la valeur de l'entreprise va déjà aux salariés. Mais après, il y a une question de nombre, c'est-à-dire qu'il y a généralement beaucoup plus de salariés que d'actionnaires, et donc du coup les montants montrent... non, pas forcément. Là, Ah oui, il y a des actionnaires particuliers, vous avez raison. Oui, les actionnaires particuliers, il y en a quand même on se souvient que des hauts montants. Ouais, c'est vrai. Il y en a quand même 4 millions en France, les actionnaires particuliers. Donc, et je rappelle que les actionnaires institutionnels, ils placent l'argent de qui ? Pour 75% des Français. Bien sûr. Qui sont dans des produits des produits d'épargne. Donc il ne faut pas non plus dire que les actionnaires sont uniquement des gros zinzins Non, c'est l'argent des particuliers qui sont investis dans les entreprises. Donc voilà, là-dessus, il faut que le partage se fasse de manière saine et avec la vérité sur les chiffres. Quand on regarde ce que dit Oxfam, en disant sur le partage des valeurs, ils considèrent qu'en fait, ils oublient de parler des impôts que l'entreprise a payés avant, et ils oublient de parler des salaires. En disant, finalement, regardez, les bénéfices, ça ne va pas aux salariés, puisque ça va qu'aux actionnaires. D'accord. Non. Et ça représente, je veux dire que la rémunération des actionnaires, c'est entre 2 et 4% du chiffre d'affaires des entreprises. Une dernière question, vous mentionnez cette période de vote dans laquelle on va voter, ou d'assemblée générale. Alors effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont arrêté de verser des dividendes pendant la pandémie, pendant les mesures de restriction. Là, on est sur un sujet pouvoir d'achat actuellement, en période d'élection présidentielle. Est-ce que ça veveux dire que les entreprises vont devoir rattraper les dividendes non versés, ou à l'inverse, est-ce qu'elles vont pouvoir le faire, ou est-ce qu'elles vont devoir prendre en compte ce sujet pouvoir d'achat, selon vous ? Je veux dire que c'était en 2020, donc il y a eu 2021. Les entreprises qui peuvent reverser des dividendes doivent rémunérer justement les actionnaires. Mais comme on est reparti dans une zone d'incertitude, il faut quand même aussi faire attention. Il y a le pouvoir d'achat, mais il faut aussi faire attention à la suite, puisque on ne sait toujours pas comment ça va se terminer en Ukraine, malheureusement. Merci beaucoup Charles-Henri Dauvigny d'être venu partager avec nous votre expertise et votre vision sur ce sujet du partage de la valeur en entreprise. Je rappelle que vous êtes le président de la F2IC. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et nous continuons la discussion dans Smart Bourse avec un point de vue épargnant. À présent, on va se demander comment protéger son patrimoine dans le contexte actuel. Alors, on ne parle pas de votre portefeuille d'actions, de votre PEA, mais bien de l'ensemble de votre patrimoine. Et nous allons échanger sur le sujet avec Pascal Sévy, team manager chez Oddo BHF, banque privée. Bonjour Pascal Sévy. Bonjour Nicolas. Alors, quelques mots sur le contexte actuellement. Alors, effectivement, on a une inflation qui continue à filer. On a une guerre sur le sol européen, et avec une invasion russe en Ukraine, on a une pandémie dont on pensait qu'on était sorti, où finalement on se rend compte que ça repart un petit peu, avec notamment la Chine qui reconfine beaucoup, et ça amène quand même à se poser la question de savoir si les décisions d'investissement et les décisions patrimoniales prises avant ces chocs exogènes étaient les bonnes, et comment est-ce qu'on peut potentiellement protéger son patrimoine. Comment est-ce que vous répondez à ces inquiétudes, Pascal Sévy ? Je vais rappeler un précepte financier qui est extrêmement connu en matière de gestion de patrimoine et de gestion de portefeuille. Ça peut paraître bateau, mais c'est extrêmement important. C'est le principe de diversification. La diversification, elle peut s'appliquer en fait à tous les niveaux du patrimoine. Quand on pense structuration et enveloppe de détention,
Et quand on redescend en fait jusqu'au choix des véhicules qu'on va mettre dans un portefeuille et tout ce qu'on va pouvoir détenir de manière générale. Il y a des principes de base en matière de structuration patrimoniale à appliquer avant d'aller chercher peut-être des stratégies plus spécifiques? En fait, je pense que les risques au niveau des enveloppes de détention ne sont pas toujours forcément connus. Quand on a envie de commencer à investir, un particulier voudrait investir, il a plusieurs possibilités. La plus classique, c'est d'ouvrir un compte titre en fait, dans une banque et d'investir progressivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cash que vous déposez sur ce compte, en fait, il est sur le bilan de la banque dans laquelle vous êtes. Et quand on est sur le bilan de la banque, on est créancier de la banque. D'accord. Donc, c'est quand même important de savoir cela. Bien sûr. En revanche, à partir du moment où on commence à investir, par exemple, on achète son action LVMH, on a un titre de propriété, donc on enlève en fait ce côté créancier de la banque. D'accord. Donc ça, c'est juste important pour comprendre déjà au départ le risque que l'on prend. C'est rappeler qu'on n'est pas propriétaire de son argent quand il est en cash sur le bilan d'une banque. D'accord, oui, c'est ça. On l'a prêté. On est créancier. Oui. Voilà. Et l'autre solution qui est extrêmement fréquente aussi, qui est très usitée en France, c'est le contrat d'assurance vie. Bien sûr. Là encore, on ne le sait pas toujours, mais quand on souscrit un contrat d'assurance vie, on devient créancier de la compagnie d'assurance. Donc il est évidemment très important de s'assurer de sa solidité. En général, ils sont plutôt ouverts pour donner des chiffres sur leur bilan, solidité, fonds propres. Et le courtier par lequel on passe, qui vous fait souscrire un contrat, connaît bien ces informations. Donc c'est quand même une question qui est très importante à se poser. Donc il y a un risque de contrepartie, si je comprends bien. Alors Exactement. ça, c'est, on rappelle les principes même finalement de la gestion de son cash ou de son patrimoine. Comment est-ce qu'on se diversifie maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait? Alors, on ne peut pas se prémunir en fait complètement de ces risques de contrepartie. En revanche, justement, on peut les diversifier. L'une des manières de faire, alors toutes les banques ne vont pas le proposer, mais certaines banques ont des filiales à l'étranger. Par exemple, on peut proposer d'ouvrir un compte dans un autre pays de l'Union européenne. Même si on y fera une gestion peut-être en euros, l'idée, c'est en fait de diversifier son risque pays. Peut-être plus accessible. Donc un compte dans une banque européenne, pour le coup, un compte, alors, ça peut être compte classique. Exactement, un compte classique, mais dans un autre pays de l'Union. D'accord. Maintenant, l'autre solution qui est peut-être un peu plus facile à mettre en œuvre et qui est quand même assez fréquente aujourd'hui en France, c'est d'ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Alors, c'est tout à fait possible, légal, officiel de le faire. Le Luxembourg, ça fait peur, mais non, c'est légal. Complètement, c'est complètement légal. Donc, on ouvre un contrat en fait au Luxembourg. Le Luxembourg est beaucoup plus protecteur en fait en matière de protection au niveau des contrats d'assurance vie, en matière de sécurité des contrats d'assurance vie. Typiquement, on fait le premier créancier, on a un créancier de premier rang en tant que souscripteur d'un contrat au Luxembourg, ce qui n'est pas le cas en France. Je précise dans cette période de déclaration fiscale qu'il y a une obligation déclarative à partir du moment où on a un compte à l'étranger ou un contrat à l'étranger. Donc il faut bien le déclarer, c'est très facile à faire, mais il ne faut surtout pas l'oublier. Et ça permet déjà de diversifier un peu en fait son risque pays. Alors là, on parle de compte courant ou d'assurance vie. On n'a pas encore parlé de choix d'allocation, de biens sur lesquels on a envie d'investir. Là, c'est encore un autre niveau de diversification. C'est un deuxième niveau de diversification. C'est ça. En fait, là, on descend d'un cran. Donc, on a structuré le patrimoine. Maintenant, on descend d'un cran. Quand on crée un portefeuille, il y a vraiment possibilité de faire de la diversification de nouveau à tous les étages. D'accord. Le premier, le plus simple, c'est de diversifier ses classes d'actifs. On peut s'imaginer que dans certaines périodes de marché, les actions, les obligations, les matières premières ne vont pas forcément fonctionner dans le même sens. Donc là, c'est une manière de mutualiser un peu son risque, de diversifier aussi au niveau des classes d'actifs. Après, on peut évidemment diversifier au niveau géographique et sectoriel. On va prendre plutôt l'exemple des actions, c'est plus parlant. Typiquement, je construis mon portefeuille, je vais aller acheter des valeurs européennes en euros, des valeurs américaines en dollars, des valeurs sur le marché suisse que je vais détenir en francs suisses. Ça peut être le cas du Royaume-Uni, de certaines devises scandinaves. L'idée ici, c'est d'aller de nouveau chercher une diversification géographique. Et c'est intéressant aussi d'avoir une diversification en devises qui en découle. Bien sûr. Parce que les devises aussi peuvent vraiment apporter beaucoup de performance, comme détruire aussi de la performance. Alors certains vont couvrir. Nous, on conseille quand on achète des actions de ne pas le faire, parce que ça fait partie de l'investissement que nous avons privilégié. Alors, moi, j'ai quand même envie de vous répondre qu'en mars 2020, quand il y a une pandémie à l'échelle mondiale, finalement, quelle que soit la zone géographique ou la devise, tout le monde était corrélé de la même façon. C'est un risque à prendre également, ça, pour le coup. Le concept de corrélation, il est très, très compliqué à appréhender. Et c'est clair qu'en période de grand stress, franchement, tout baisse en même temps, tout remonte en même temps. Mais on va quand même essayer d'aller réfléchir à qu'est-ce qu'on peut ajouter, en fait, comme stratégie pour essayer de se prémunir un peu de cette corrélation massive quand elle a lieu, notamment dans des périodes de grand stress. Il y a plusieurs possibilités de le faire. On peut soit aller chercher des actifs qui peuvent être décorrélés un peu de ces classes d'actifs plus traditionnelles que sont les actions et les obligations. D'accord. On peut aller
acheter de la protection, je vais l'expliquer, investir dans des produits qui sont protégés en cours de vie ou à maturité. D'accord. Et la troisième manière de faire, en fait, même si c'est soumis aux aléas économiques malgré tout, c'est d'aller chercher des investissements qui ne vont pas être soumis à la volatilité quotidienne qu'on peut observer sur les marchés taux, sur les marchés actions. Alors, on peut peut-être commencer par détailler un petit peu ce que c'est que les actifs décorrélés des classes d'actifs traditionnelles. On parle de quoi, là, pour le coup? Alors, les plus connus, ce sont les fonds alternatifs, les fameux hedge funds. D'accord. Il y a plein de stratégies possibles. Une qui peut être plus parlante, c'est la stratégie long-short. Le gérant va en fait aller acheter des actions, comme nous on le ferait, sur le marché. Mais il peut faire ce qu'on appelle de la vente à découvert sur un titre. Donc, si le titre baisse, il est gagnant. Et ça, c'est une manière en fait de se décorréler un peu, puisque quelque part, vous gagnez dans un environnement baissier comme dans un environnement haussier. Il y a d'autres stratégies qui sont un peu plus décorrélées aussi, mais toutes les stratégies des fonds alternatifs ne sont pas complètement décorrélées. Et la réalité depuis la crise des subprimes, c'est que en fait, c'est moins vrai aujourd'hui. Les fonds alternatifs n'ont pas des décorrélations aussi fortes avec les classes d'actifs traditionnelles et restent un peu réservés à une clientèle plutôt sophistiquée. Donc l'autre solution qu'on aime bien aussi mettre en avant, c'est un actif contracyclique par excellence qui est l'or. Bien sûr, oui. La valeur refuge. Ouais. Valeur refuge par excellence, parfait dans des périodes de très forte inflation ou de très forte déflation ou dans des crises géopolitiques. Certains ont envie d'avoir son petit lingot dans un coffre, c'est leur choix. Sinon, on peut investir virtuellement. Enfin, comme on investirait dans une action, on peut acheter de l'or papier aussi qu'on met dans son portefeuille. Mais cet actif contracyclique permet justement, de manière générale dans le portefeuille, de le décorréler un petit peu des classes d'actifs traditionnelles. Alors, vous nous avez parlé également d'actifs qui offrent de la protection en cours de vie ou à maturité. Alors, qu'est-ce que c'est ça pour le coup? Alors, il y en a un qui est très simple et très connu. C'est le Fonds général en euros des compagnies d'assurance. D'accord. Donc, certaines compagnies, la majorité des compagnies françaises, on va dire en tout cas, proposent d'investir dans un outil qu'elles gèrent, qui s'appelle le Fonds général en euros. C'est intéressant parce qu'il est garanti en capital au quotidien. Ce que ça veut dire, c'est que quel que soit le moment où vous voulez récupérer votre argent, il ne peut pas être moindre par rapport à ce que vous avez mis au départ. Donc le rendement n'est pas garanti, mais le capital investi est garanti, si la compagnie va bien de nouveau. Mais normalement, tout va bien. On le précise. Voilà. Mais là, c'est un actif qui est intéressant quand on est justement dans ces périodes un peu complexes ou qu'on a une dépense certaine prévue dans le futur. On aime bien utiliser en fait cet outil-là. Donc ça, c'est le Fonds général en euros. Il y a un autre produit financier qui est peut-être un petit peu moins connu, mais qui permet aussi de se protéger plutôt à maturité cette fois. C'est ce qu'on appelle les produits structurés. D'accord. Ouais. Donc, je vais vous donner un exemple parce que produits structurés peuvent prendre des dizaines et des dizaines de formes différentes parce qu'on peut choisir l'émetteur, le sous-jacent, la maturité, la devise, etc. Si on prend l'exemple, vous dites demain, vous achetez un produit sur 5 ans indexé sur l'Eurostock 50. Chaque année, vous observez le niveau de l'indice à la date anniversaire. Si vous êtes positif, vous sortez, récupérez votre capital, disons avec un coupon de 5%. On fait cette même observation jusqu'à maturité. Et si vous n'êtes pas sorti parce que vous n'avez jamais été positif aux dates d'observation, dans ce cas-là, l'émetteur vous propose, par exemple, une protection de 100% de votre capital. Donc, vous n'avez rien gagné, mais il vous garantit de vous rendre le capital que vous avez investi. Et alors, rapidement, en quelques secondes, Pascal Sévy, des idées d'investissement non soumises à la volatilité quotidienne. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher de l'immobilier, par exemple? On va chercher de l'immobilier, puisqu'il n'y a pas de cotation quotidienne. On va chercher du non-coté. Bien sûr, du private equity. Private equity, on investit sur 10 ans. Donc, c'est un vrai confort pour le banquier parce qu'on ne regarde pas tous les jours la valorisation du produit. Les actifs tangibles aussi, voitures de collection, les montres de collection, le vin, les œuvres d'art. Il n'y a pas vraiment de cotation au quotidien non plus de ces valeurs-là. Et en fait, au final, quand on agrège toutes ces différentes idées, on arrive, bon an, mal an, quand même, à se protéger un peu des aléas des marchés financiers et même un peu économiques à travers différents cycles. Avec une vision plus long terme, effectivement, pour le private equity ou les actifs tangibles, Absolument. voire même également pour l'immobilier. Merci beaucoup, Pascal Sévy. Je rappelle que vous êtes team manager chez Oddo BHF Banque Privée. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Smart Bourse à la mi-journée. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la grande édition de Smart Bourse à 17h en direct sur Bismart.